Merci à tous. On a des impératifs d'horaire, c'est-à-dire qu'on a ce symposium qui a été organisé par LHA, donc de 13h30 à 14h. Après, il faut qu'on cède la salle pour les séances plénières. Et donc, on a 3 discussions. Et tout d'abord, je donnerai la parole à Jacques Caton qui va nous expliquer ce qu'est le règlement européen, ce qui est important à retenir et comment l'Académie de chirurgie s'est investie pour insister beaucoup sur la collaboration des chirurgiens et les évaluations à travers le règlement européen. À toi, Jacques. Bien, bonjour et merci d'être présent. Je pense que la discussion que nous allons avoir est très importante car il faut comprendre ce qui est en train d'arriver pour quelque chose qui est majeur pour nous, c'est-à-dire les implants que nous posons tous les jours et les difficultés dans lesquelles nous risquons de nous trouver. Alors moi, je vais vous parler du rapport interacadémique sur le nouveau règlement européen. C'est un rapport que j'ai concocté avec l'Académie nationale de médecine et j'ai réussi à réunir au niveau de l'Académie nationale de médecine, l'Académie nationale de chirurgie, l'Académie nationale de pharmacie. Alors, tout d'abord, en introduction, il est important de savoir ce que sont les dispositifs médicaux. Et vous voyez que ces dispositifs médicaux sont de l'ordre de 800 000 à 2 millions, suivant que l'on regarde les dispositifs médicaux de tous ordres, y compris le sparadrap, etc. Mais les dispositifs qui nous importent le plus, qui sont les dispositifs implantables, ils sont de 25 à 30 000 en Europe, et c'est cela qui vont nous préoccuper. Alors, avant les années 90, il n'y avait pas de réglementation particulière pour le marquage CE. On pouvait, à peu de choses près, faire ce que l'on voulait, à condition de respecter quelques règles qui étaient assez simples. Néanmoins, devant cette inorganisation, il y a eu 3 directives européennes du marquage CE dans les années en 1990, qui étaient applicables en 1993 et qui ont permis le marquage CE. Vous savez que le marquage CE est obligatoire pour tout, y compris pour la machine à laver ou pour le four micro-ondes que vous utilisez. Et ce marquage CE ne dépendait que de chaque État, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réglementation européenne, notamment sur l'organisation du marquage CE, si ce n'est le marquage lui-même, et chaque pays était libre de marquer CE ses produits. Il y a eu différents scandales, et notamment en France, le scandale des prothèses PIP, qui étaient des prothèses mammaires dans lesquelles on avait utilisé un liquide qui n'était pas tout à fait adéquat. Et notamment, il y a eu ce qu'on appelle le scandale des implants de faille, avec 250 journalistes et une émission en France de Cash Investigation et 59 médias qui ont mis en évidence cette problématique. Et de ce fait, dès 2017, un nouveau règlement européen dénommé MDR, Medical Device Regulation, est devenu la règle pour tous les membres de la communauté européenne, c'est-à-dire les 27 pays européens, avec un but qui était triple, c'était de renforcer la sécurité, la traçabilité de ces implants et la sécurité de pose pour les patients, et notamment la mise en place d'une base de données pour tous les dispositifs implantables, qui était la base de DAMED. Il y avait aussi la nécessité de renforcer l'accès à l'innovation, la nécessité d'améliorer l'évaluation clinique, dont on va voir qu'elle est très importante et quel est le point clé de ce MDR, et enfin l'obligation du post-market pour les fabricants, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un produit était marqué CE, les fabricants ont la nécessité tous les ans de faire une évaluation clinique de leurs produits, et la date limite, la deadline pour l'enregistrement était le 26 mai 2024. Donc vous voyez, 2017-2024, ça laissait cette année, mais on va voir quels étaient les problèmes. Alors en 2019, un certain nombre d'entre nous se sont inquiétés de
nouveau règlement européen, notamment les organisations orthopédiques internationales comme les FORT, les fabricants, bien évidemment, à travers leurs syndicats, les sociétés savantes, et notamment en France, la Société française des sociétés savantes, et puis les académies, notamment l'Académie de médecine, et puis l'Académie de pharmacie et l'Académie de chirurgie. Et le problème que nous avons mis en évidence, je ne vais pas rentrer dans les détails, est le problème des organismes notifiés. Il y avait avant la réglementation de 2017 80 organismes notifiés, et certains avaient était à l'origine des différents scandales, puisque un certain nombre de produits étaient qualifiés un peu facilement. Néanmoins, avec la nouvelle réglementation, ces organismes notifiés étaient au nombre de 36, et avec un seul organisme notifié en France, qui est le GEMED. Il y en avait 7 en Italie, il y en avait 5 ou 6 en Allemagne, etc. D'autre part, le temps d'instruction des dossiers était devenu beaucoup plus long, c'est-à-dire qu'avant le règlement de MDR 2017, c'était 3 mois, après c'était 18 mois en moyenne, et les coûts ont été multipliés par 10. Et puis il y a eu le problème de l'équivalence qui a été supprimé dans la nouvelle réglementation, qui persiste aux États-Unis avec la FDA. Néanmoins, ce problème de l'équivalence, c'est vrai que ça a été une complication, et c'était une facilité pour les fabricants. Alors, au niveau nous avons fait plusieurs recommandations en regardant les difficultés qui apparaissaient au niveau de ce MDR. Et nous avons d'une part recommandé d'améliorer le fonctionnement des organismes notifiés, et surtout en termes d'experts. Il faut savoir, par exemple, qu'au niveau du GEMED, il y a un seul médecin. En général, il n'y a pas de médecin dans les organismes notifiés. Il n'y a que des ingénieurs. Donc ça pose quand même beaucoup de problèmes, ça explique les délais et ça explique les coûts. D'autre part, la période de transition pour la régulation était extrêmement courte, et d'autre part, nous voulions savoir quel était le risque réel pour les patients d'être privés de dispositifs médicaux. Et imaginez-vous qu'au 26 mai 2024, vous vous disiez voilà, monsieur, je ne peux pas vous poser de prothèse parce que il n'y a pas de marquage CE pour les prothèses de hanche ou pour les prothèses du genou. Donc, une fois que nous avons analysé les difficultés et évalué des recommandations au niveau de l'Académie de médecine, nous nous sommes dit qu'il était important de faire un lobbying européen, notamment au niveau des 27 académies nationales, et j'avais pris contact avec les 27 académies nationales pour qu'on ait une position commune avant le Conseil des ministres européens et le Parlement européen qui devait examiner la situation et essayer de proposer des solutions pour résoudre les difficultés. Nous demandions au niveau des académies européennes, d'une part, d'allonger la période transitoire, notamment d'au moins 2 ans, de façon à permettre aux fabricants qui le souhaitaient de pouvoir faire marquer leurs produits CE sans difficulté. D'autre part, il nous semblait important que les produits soient systématiquement implémentés sur des registres d'implants. Vous savez qu'il existe différents registres de pathologie ou autres, mais que les registres d'implants sont le point fort et le point faible du problème. Et Stéphane Boigard va en parler sur la position de la France à ce niveau-là. Et puis, il nous semblait aussi important de déterminer la liste des dispositifs médicaux implantables qui étaient essentiels, c'est-à-dire sans aucune autre alternative, et pour lesquels leur disparition pouvait poser un problème pour les patients, bien évidemment, hein, que lorsque vous n'avez plus de stent ou vous n'avez plus de valve TAVI, par exemple, pour une insuffisance aortique, c'est sûr que ça pose beaucoup de problèmes. Alors, à la suite de ce lobbying que nous avions fait avant le Conseil des ministres, la France avait déjà modifié sa position. J'avais écrit à François Braun, le ministre français de la Santé, et la France a été le premier pays à demander à ce qu'il y ait un allongement du délai.
Et ensuite, la France a fait également du lobbying avec l'Allemagne, avec l'Irlande essentiellement, ces 3 pays, de façon à pouvoir convaincre les autres pays de la communauté européenne. Donc nous demandions une extension de la période transitoire pour décembre 2028. En fait, les conseils des ministres ont été un petit peu au-delà de ce que nous avions demandé et ont proposé, ainsi que le Parlement européen, d'étendre la période transitoire à décembre 2027 pour les produits de classe 3 A et de classe 3 plutôt et 2B, c'est-à-dire en gros tous les implants que nous utilisons, et à décembre 2028 pour les classes 1 et les classes 2A. Sous certaines conditions, d'une part, il fallait, pour éviter des pénuries, que les fabricants déposent un dossier auprès d'un organisme notifié avant septembre 2024, et d'autre part, à condition de développer, demander le Conseil des ministres et le Parlement, ce qu'on appelle les produits orphelins et les produits pour les maladies rares, et notamment les produits de niche, que sont par exemple les prothèses d'extrémité, pour lesquelles nous n'avions pas suffisamment de données cliniques, et avec la constitution d'une task force actuellement qui surveille la problématique à Bruxelles, qui est composée d'experts, des autorités compétentes et d'experts des fabricants. Alors, la recommandation des 3 académies françaises, aujourd'hui, après avoir obtenu le report du 26 mai 2024 à celui de 2027 et 2028, était d'une part de faire en sorte que les produits pour lesquels il n'y avait pas de complications particulières puissent être validés jusqu'à la date limite qui était septembre 2025 et puis 2027-2028 pour leur utilisation. D'autre part, que les registres et que l'on développe au niveau des registres l'innovation, parce que vous savez que la R&D avait été totalement arrêtée par les fabricants puisqu'ils étaient très occupés avec le marquage chez eux de leurs produits qui leur coûtait très cher, et notamment aussi de développer les produits orphelins, les produits pour les maladies rares et les produits de niche. Ce sont les deux... oui, j'ai fini, oui. Les 2 recommandations qui étaient importantes. Et d'autre part, nous avons demandé également que l'utilisation des registres soit systématique, et nous avons proposé que pour les 3 académies, pour l'assurance maladie, tout au moins en France, pas d'inscription des produits sur les registres après leur utilisation, pas de remboursement des produits. Alors en conclusion, je dirais que vous êtes l'élément principal de cette nouvelle réglementation, parce que le chirurgien est au centre de ce problème, de façon à pouvoir développer l'évaluation clinique, et notamment par l'établissement des registres qui permettent de faire de l'analyse clinique de ces produits en pré et en post-market. Merci. Merci. Vous avez compris l'importance de l'évaluation dans le règlement européen. Et maintenant, je demande à Luigi Zagra, qui est très, très impliqué dans tous ces problèmes de registres et de règlements européens, de nous exposer à quoi servent les registres, parce que eux, ils ont pris une grosse avance sur nous par rapport à cette problématique. Et en tant que un des membres très, très actifs de l'effort, c'est, je pense, la personne clé pour nous expliquer la relation entre la chirurgie, les évaluations et le problème du règlement européen des dispositifs médicaux. Luigi, merci beaucoup. Thank you very much for coming. And you have 7 minutes, please. Because 7 minutes, okay. I will hurry up. Okay, thank you so much. So my presentation will be basically about the existing registry, what are their usefulness, what was also their usefulness in the time. Thanks again for the invitation, and hurry up, no other words. My disclosure not related to the topic. So there is a big paradox when we speak about registry, which is an evidence-based medicine paradox. Because registry is in the bottom of the classification of the power of the study design, after systematic and meta-analysis review, after randomized control study, and blah, blah. But registry are a real picture of the world. This is a real registry. This is what we have just heard now. What we need to know is what is the real world
for our devices, for our patient, and for ourselves. They just register, till now, some basic demographics. Of course, one is different to the other. They picture number and type of implants. They just take out the reason and time for failure. The endpoint is very rough, it's revision. So it's a major indicator for an implant quality, why it's so important, and it's in some way enough for our aims now. It's substantial burden to the patient and the society because, of course, when they speak about revision, it is comparable, reproducible, and feasible on large numbers, which cannot be different in so big numbers. But there are two important features, and in our South European Mediterranean countries, we always struggle with this in our countries. It must be well defined in a wide area, at least at national level, but ideally it should cover 100%. And for this, in our countries, this is simple. It must be mandatory, otherwise it will never be on voluntary basis. We have a huge amount of information about this. Look at this, for example, simply about Australia. And we know how many times surgeons do not take care about this information. We see here that the three best performing couplings, which are ceramic on ceramic, ceramic on cross-linked poly, and metal on cross-linked poly, are close one to the other at 20-year follow-up. But when we go around registry where they pick up the data, we see huge differences. In Germany, 90% are ceramic on ceramic and ceramic on poly. In the country close to them, Denmark, 90% are metal on poly. So we can know this data starting from that. But we must also be careful. For example, this is again an information for Australian registry that every time has to specify that even if Oximium is extremely better performing than the other, this is in selected centers with small numbers. Again, the data must be interpreted. Another data that many times is not taken into account is about cement fixation. There is no one registry presenting better data with cementless implant, especially over the age of 75. There is just a cohort of patients, males younger than 55, with better performance with males with cementless. All the other cemented or better hybrid implants have better performance. Nevertheless, most of surgeons continue to use, even in older patients, cementless implants. Registry put on our attention the importance of periprosthetic fracture, which is in some way an increasing and endemic problem. It's the second reason for revision in the long term. But when we look at the older population, this is the first reason for revision over the age of 80. And when we look at cemented as cementless, why the cemented is similar to the other reason for revision? The cementless is extremely huge. So this is data that we have to take into account because some of the notified bodies and some or even overseas, like in US, are taking care and taking into account this type of problems in terms of cost, in terms of survival for the patients. Because we have to remember, as in the Swedish registry stated, that the reason for revision, and this meeting is about revision, is age dependent. One major value of registry, and that's the point that was mentioned before, it's about the value of post-marketing surveillance to have long-term data and big data. These things cannot come from studies, cannot come from randomized control studies like drugs. The authorities, the European authorities, need to know information about this, and they cannot get information by randomized control trials when we speak about this type of implantable devices. It's not like the drugs when they can do this type of study, and the company is the same. They have to present this type of study. The value from this point of view as effect on the patient care is quite clear. Evaluation of safety and security of the medical device and identified at least what does not work. We have a clear example of this. We all know about this. We don't have to go to the breast. We can stay on the big metal or metal-stemmed implant. The first one who detected this point was the NJR, the National Joint Registry, together with the Australian one, showing this huge revision rate very early. Then the regulatory agency came with a medical alert in 2012. Then it went also on the major
press, not just on orthopedic field, on Lancet about this. The British Medical Journal went asking the manufacturer, pointing out was an inadequate response to the problem and how the regulatory body failed. So this pressure in some way put Europe to following this big issue of metal on metal. The European Commission decided to focus on safety of the patient and to look for some recommendation. And that's probably one of the reasons why equivalation now is not enough. When you have an equivalent to another prosthesis, you have to go to this prosthesis, because this is what happened with the metal on metal. They founded this committee by the Chenier, that was the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, and they created this committee about the safety of metal replacement with particular focus on implants. Then there was a group that was supported by EFORT and by National Society that met many times in Brussels, and then at the end there was this document. If you face with patients with metal implants, I suggest you to look on this, because these are official recommendations. Similar was with the Modular Next. We knew about the problem with the Modular Next against by registry. The Australian pointed out double risk for revision for any reason for that. So still some years ago, Henry Markle pointed out, and it was 2015, the importance of the post-market surveillance to proven to be as a powerful method for detection of increased risk of implant failure, and these are the national registry. And they can close monitoring, and this is a clear request that must not come just from the authorities, but by the surgeons and by the scientific community, that especially new implants must be monitored by well-established registry, at least during the phase of their control introduction. We know from registry, and this is the drawback, that they create an environment sometimes very conservative. This is from Australian registry, 5 years observation. The question was, what is the benefit of introducing new hip and knee prosthesis? The answer was, there was no benefit in the introduction of new prosthesis in the national market during the 5 years period. 30% of the new were associated with significantly worse outcome, with the minimal duration of 5 years. The 5 years later, it was even worse. It was 60%, with 30% that performed significantly worse. But on the other side, we know about registry. For example, it is a clear example, dual mobility, something born in France, very well used here, came out in other countries with good experience, showing the good results with this type of implant. If you are interested in this type of topic, in the possibility of evaluation, I suggest you to look at this paper by Anne Lubecke. It's very clear. There is all the story, all the points that you have to take into account. And the future challenges are enriching baseline and diversified outcomes, PROMs. Some registries already have the PROMs. It's difficult, of course, but some has, the Scandinavian and the UK. We need improving methodology of data collection to limit the bias. There are biases, as I showed you before. There is speeding up failure detection by active real-time monitoring to detect the early failures or problems with implants, and collaboration between registry and translating knowledge from the data into the clinical decision-making. In conclusion, registry will include their role in the long-term implant survival and detecting the early failure. They play a major role in post-market surveillance, and data are requested by companies that they have to provide data for their certification, but also by regulatory bodies that need that. ODEP in UK is a clear example. Data, and this is a very important point for us, must be evaluated by experienced surgeons and not only by bureaucrats or by notified bodies done by engineers. Collaboration between scientific society and health authorities is mandatory. Thank you for your attention. Thank you very much, Luigi. Vous avez compris le message, c'est à vous de faire ces évaluations. Et on a pris un certain retard en France et je pense que Stéphane est là pour essayer de relever le défi d'un vrai registre français qui fonctionne avec une exhaustivité de 150%. À toi, Stéphane. Voilà, mes diapos sont en français. Je prie nos collègues non francophones de m'excuser, mais je veux que mon discours soit extrêmement clair vis-à-vis des collègues français. Donc en fait, quels sont un petit peu les problèmes et les enjeux de cette histoire? C'est notre écosystème, c'est la réglementation, et puis ce sont les risques. Notre écosystème, c'est quoi?
c'est le fait que les chirurgiens ont besoin de données pour faire un suivi médical. C'est le problème des chirurgiens vis-à-vis des tutelles pour avoir leurs accréditations et leurs certifications. Les tutelles ont besoin de registres parce qu'en fait, ils ne savent pas exactement comment soigner les patients. Les patients et les hôpitaux ont besoin de, bien sûr, clarté en ce qui concerne nos activités. Et puis en ce qui concerne les financements, on sait comment ça se passe, hein, c'est des achats de données, donc ce sera les pouvoirs publics, les hôpitaux, les industriels. Et puis n'oublions pas que les industriels ont besoin effectivement d'un certain nombre de données pour avoir leur certification dans le cadre du MDR. Et les tutelles donneront aux hôpitaux des autorisations en fonction de ces données. Et puis nous, ce qui est le plus important, ça nous permettra d'améliorer notre pratique. Alors tout d'abord, la réglementation, vous ne le savez pas, mais il y a un décret qui oblige normalement les établissements pour avoir l'autorisation de chirurgie à demander à leurs chirurgiens de remplir les registres quand ils existent. Alors ça, personne n'y croit, on n'y croit pas, puis jusqu'au jour où ça va nous tomber dessus. La certification périodique, là aussi, ça va nous tomber dessus. Il va falloir que vous prouviez que vous améliorez votre relation au patient, et le logiciel qu'on est en train de mettre en place et qui s'appelle RENACOT, Registre National de Chirurgie Orthopédique, ce n'est pas qu'un logiciel pour les registres, c'est un logiciel qui va être un dossier patient. Le but est que vous ayez un dossier patient qui vous permet de suivre vos patients, de rentrer dans les registres, et de faire votre certification périodique à moindre coût. Et puis la dernière des choses, c'est le rapport des 3 académies qui ont bien insisté sur le fait qu'il faudrait qu'il y ait un remboursement qui soit lié à ces inscriptions au registre. Alors bien sûr, tout ça, personne n'y croit. Mais le gros problème de tout ça, c'est ce qui nous entoure. Regardez les intervenants, les industriels, on les connaît, les établissements, ils nous veulent tous que du bien à partir du moment où on travaille beaucoup et on leur apporte un peu d'argent ou d'activité. Et puis les assureurs, là aussi, on n'a que des amis. Et pourquoi ça intéresse tous ces gens-là? Parce que ça représente beaucoup d'argent et surtout, il y a une grande folie sur l'impression que ces données, elles sont extrêmement valorisantes. Or, le problème, c'est que des données en orthopédie, à part les orthopédistes, il n'y a pas grand monde qui peut les interpréter. Alors, le temps, on n'est pas le maître des horloges. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut arriver avant tout le monde, il va falloir qu'on parte relativement rapidement. Et comme vous le savez, on a déjà beaucoup de retard. Alors, on a créé RENACOT, c'est une association, de manière à ce qu'on puisse avoir des exigences réglementaires de la tenue de dossier patient, qui va nous permettre de nous accréditer, de nous certifier, et puis de remplir nos obligations vis-à-vis des autorisations de chirurgie pour que le pouvoir reste aux chirurgiens. RENACOT va nous permettre d'avoir des dossiers qui vont être gérés uniquement par la profession. On a un entrepôt de données de santé, donc c'est parfaitement sécurisé. Le patient aura accès à ces données et vous aurez accès à toutes les données de vos patients. Il y a un comité exécutif, il y a un comité technique. Notre effecteur, c'est DigiCare, qui a été choisi après un appel d'offres. On s'est entouré de consultants informatiques pour prendre cette décision. Aucun d'entre nous n'a de relations financières ou n'est bien sûr membre du capital de DigiCare. Je le répète parce qu'on me pose beaucoup la question. Et tous ceux qui travaillent dans RENACOT actuellement travaillent totalement bénévolement. Pour vous connecter, vous allez sur RENACOT, vous appuyez sur le bouton, vous rentrez votre numéro RPPS. Vous aurez quelques tutoriels pour vous aider à vous inscrire si nécessaire et pour vous montrer comment inscrire un patient. Vous tomberez sur cette page, vous rentrerez votre email, votre mot de passe qui peut s'automatiser. Surtout, ce qui est très important, c'est qu'on s'est arrangé pour que vous puissiez faire des délégations. C'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler avec votre équipe, vous allez pouvoir mettre votre secrétaire, votre infirmier de programmation, vos internes quand vous avez, vos collègues, de manière à ce que chacun se connecte avec son identifiant, mais puisse rentrer des données pour un patient que vous suivez. Donc, ça vous permet la traçabilité. Et vous pouvez avoir, bien sûr, un gestionnaire par centre si cela vous arrange. Vous pouvez tout faire sur votre téléphone, c'est extrêmement simple. Le patient reste notre priorité. Pour le créer, il y a 4 choses à faire. Ça peut être fait par votre secrétaire, par votre infirmière de programmation. Le patient reçoit un mail, il accepte de participer au système et il vous donne toutes les autorisations. Il va recevoir un certain nombre d'informations et va pouvoir vous donner des informations avant la chirurgie. Ensuite, le dossier patient, c'est extrêmement simple, c'est la fiche patient. Vous allez avoir 2 éléments obligatoires pour remplir la partie registre. C'est la fiche patient, il y a 5 items. C'est la fiche opératoire, il y a 8 items. Pour rentrer les implants, vous ferez 3 ou 4 photos. Et très prochainement, d'ici 1 an, tout sera automatisé sur une autre base de données. Bientôt, en fin d'année, vous pourrez générer votre compte-rendu opératoire que vous pourrez récupérer dans votre dossier sans aucun problème. Ce qui ne sera pas obligatoire, c'est le suivi clinique, qui est validé entre autres là par la SFHG. Vous l'utiliserez si vous voulez, ça vous permettra de faire votre dossier patient. Le patient vous enverra des prompts que vous pourrez bien sûr totalement utiliser pour le suivre. Il pourra vous alerter qu'il a des douleurs, qu'il a des rougeurs. Et puis vous pourrez vous comparer
à toutes les autres prothèses qui ont été incluses dans le système. Là, vous voyez, à la conduite à 1 mois, vous êtes identique à ce qui se passe, vous êtes un peu meilleur dans certains domaines, c'est pas inintéressant. Vous pourrez personnaliser tout, ce qui fait que si vous personnalisez votre fiche opératoire, vous avez 4 choses à renseigner. C'est simple, le patient accepte d'adhérer, vous en avez la traçabilité, il remplit plus de 90% des données, vous pouvez récupérer toutes les données et le plus important est recueilli au travers d'une fiche opératoire qui vous permettra de générer un CRO, vous n'offrez qu'une méthode. Vous pourrez bien sûr avoir des rapports que vous pourrez vous envoyer. Vos données, tout le monde se pose la question, vous pourrez récupérer toutes les données de votre patient, vous en donnez l'autorisation, vous pourrez les exploiter sur le plan scientifique, vous pourrez aussi les valoriser si vous avez une étude à faire par un laboratoire. Par contre, les études faites pour le registre et les valorisations faites au niveau des registres, ce sera le fait de Renacot, associé pour l'instant à la SFAG, mais à toutes les sociétés savantes qui vont participer. On vous met à disposition gratuite ce logiciel qui coûte entre 200 et 250 € par mois si vous aviez à le financer. On a commencé le pilote en mars sur les PTG, on l'a validé, et à partir de maintenant, c'est-à-dire à partir du 15 septembre, vous allez recevoir des mails au travers de la Softcode, vous allez avoir un tas d'informations qui vont vous permettre de vous enregistrer et de l'utiliser. On a mis en place le module PTG qui va arriver à maturité et on espère le lancer avant le mois de novembre. La SOFEC a déjà fait tous les éléments pour la prothèse d'épaule et nous allons pouvoir également, avant la fin de l'année, mettre à disposition. Puis en 2024, eh bien, on élargira ostéotomie et puis tout ce qui est autour des parties molles, bien sûr en collaboration avec les sociétés savantes. On discute avec la FCP pour la cheville, avec la SFCR et avec Newclip qui a un module ostéotomie avec lequel on travaille. Voilà, pour tout renseignement, si vous avez besoin, on a un stand, Renacot, allez-y, allez voir Pascal, il vous donnera toutes les informations, il vous aidera éventuellement à vous inscrire, mais c'est extrêmement facile. Rappelez-vous d'une chose, c'est pour vous que ça a été fait, c'est pour qu'on continue à avoir un certain nombre de poids dans les décisions. Ça ne va pas être facile, il y a des tas de gens qui sont contre, il y a des tas de gens qui pensent que ça ne sert à rien. Le problème, c'est que si vous ne vous emparez pas de tout ça, on n'y arrivera pas. Je vous remercie. Merci beaucoup. On n'a pas le temps pour discuter. De toute façon, si vous êtes intéressé, essentiellement les chirurgiens français par Renacot, vous vous adressez directement à Stéphane Boigard et vous avez sur le site d'exposition un stand particulier qui vous permettra de vous mettre en relation avec lui et éventuellement de faire l'utilisation de ce registre.